J'aimerais bien vous montrer où Thaï est, où nous sommes à Huế. Ici, c'est la pagode mère de Hieu. Et c'est la cabane de Thaï. C'est là où Thaï vit en ce moment. Alors, je vous invite d'entrer avec moi. Nous avons là une petite cuisine pour les intendants. Vous voyez, un frère intendant est en train de laver quelque chose. Il y a des bambous. Nous faisons la marche méditative avec Thaï pour entrer. Il y a les fleurs. Les orchidées. Je vous invite d'entrer dans la porte. C'est la porte pour entrer dans la cabane de Thaï. Ici, vous voyez les premiers lotus de la saison. Et ici, c'est la fenêtre, là où Thaï s'assoit pour manger et Thaï regarde par la fenêtre et c'est ce que Thaï voit, les fleurs, les lotus, les orchidées. Et c'est la porte pour entrer dans la chambre de Thaï. Et puis devant la porte, il y a ça, la calligraphie, l'horloge, une photo. Quel plaisir de vous montrer tout ça. Et souvent, il y a un clocher. Alors, est-ce que vous voyez le clocher? Regarde là-dedans. Ici, c'est la photo de son maître. Et chaque fois, en passant par ce côté, Thaï regarde son maître, se joint les mains. Et puis, il continue. Vous regardez ça avec les yeux de Thaï. Il y a ses livres, les bambous. Et puis, la porte pour entrer de nouveau dans sa chambre. Bon. Alors, ceux et celles qui... Bon, je m'assois de telle façon que vous voyez bien ce qui est derrière, la calligraphie de Thaï, sa photo. Bon, vous avez une bonne marche méditative? Est-ce que vous entendez aussi le chant de loin? Peut-être non. Bon.
Bonjour, chers amis. Je suis trop contente de vous revoir et de pouvoir vous montrer là où Thay vit en ce moment avec nous tous et de vous montrer un peu son lieu et vous pouvez faire une petite marche méditative et voir les choses avec les yeux de Thay. Certaines d'entre vous, vous avez écouté les enseignements de Thay depuis longtemps, depuis des années. Nous avons souvent entendu Thay parler de l'inter-être, de la nature de l'inter-être. Toute chose, tout le monde, toute chose dans l'univers, nous sommes interconnectés. Nous intersommes. Et jamais pendant cette période difficile, pendant la pandémie, nous avons vraiment vécu cette réalité de l'inter-être. Avant, quand nous avons entendu parler de la pollution, les problèmes sur la Terre, sur la planète Terre, quand nous avons entendu parler de l'extinction de certaines espèces d'animaux, toujours, pas toujours, mais beaucoup d'entre nous, nous avions l'impression que voilà, ce sont des choses qui arrivent aux autres. Et plusieurs d'entre nous, nous ne sentions pas vraiment concernés. Bien sûr, ce sont de l'amour, de la compassion en nous et on veut faire quelque chose pour aider, mais on avait l'impression que ces choses étaient loin de nous et nous, les êtres humains, nous sommes plus intelligents, nous pouvons toujours nous débrouiller pour que cela ne nous arrive pas. Nous avons l'avion, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons fuir un endroit, un lieu. Nous avons plein de machines, d'outils très sophistiqués pour éviter les problèmes, pour nous débrouiller. Et là, depuis l'année dernière, nous avons vraiment vécu qu'il y a des problèmes qui arrivent sur la planète Terre et nous ne pouvons pas éviter. Et jamais nous avons vraiment senti nous avons senti aussi bien la nature de l'inter-être. Ce qui arrive à notre voisin nous arrive. Ce qui arrive à l'autre bout du monde nous arrive. Et vraiment, nous avons senti que la Terre, la planète Terre est malade et nous sommes malades. Si nous sommes malades, c'est parce que la planète Terre est malade. Si la planète Terre est malade, nous sommes malades. Et prendre soin de nous-mêmes, maintenant c'est très clair, prendre soin de nous-mêmes, c'est prendre soin de la planète Terre. C'est tellement clair pour nous que prendre soin de notre planète Terre, c'est prendre soin de nous-mêmes. Jamais nous avons vu clairement, nous avons senti si profondément cette réalité, cette vérité. Nous ne pouvons plus fuir. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, n'est-ce pas, chers amis? Est-ce que vous tous, vous avez senti ça? Et quand nous sommes malades, qu'est-ce que nous faisons? La première chose à faire, c'est, premièrement, c'est identifier le problème que nous avons. Et parfois, nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, nous devons aller voir le médecin pour qu'il nous dise ce qui ne va pas. Et maintenant, nous pouvons voir que la Terre est un organisme
et nous sommes une cellule de la Terre. Et si la Terre est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les années 70, le médecin Levi Thomas, il était médecin gradué de l'école de médecine de Harvard aux États-Unis. Il était aussi écrivain. Il était parmi les premières personnes qui ont comparé la Terre, la planète Terre, à un organisme. Il a écrit très clairement, il a écrit que la Terre était un organisme vivant. Et à cette époque, la plupart des gens voyaient que la Terre, l'environnement, sont les choses différentes que les êtres vivants, comme les humains, les animaux. Mais déjà, ce médecin, il a dit que la Terre est un organisme. Les années passent, maintenant, beaucoup de monde ont compris que la Terre est un organisme vivant, et nous faisons partie de la Terre. Nous sommes les êtres vivants, nous faisons partie de la Terre. Nous sommes la Terre. La Terre est en nous. Et la pandémie nous montre que la Terre est malade. Et nous sommes une cellule, chacune de nous, nous sommes une cellule de la Terre. Quand je parle comme ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Ce que je dis là, maintenant, ce n'est plus la poésie ou les idées abstraites, mais c'est chacune de nous, maintenant, nous sentons de plus en plus comme nous faisons partie de la Terre, nous sommes les êtres vivants. La Terre est un organisme vivant et elle est malade. Et si nous regardons notre corps quand nous tombons malades, parfois il y a juste une partie, un organe du corps ou une partie du corps est malade et ça rend tout le corps malade. Et si un organe est malade et les autres organes du corps savent comment prendre soin d'elle et restent fortes, le corps a une chance de se guérir. Si le corps tombe malade, mais son système immunitaire est fort, alors notre corps a beaucoup de chance pour traverser la maladie, surmonter la maladie. Parfois, on n'a même pas besoin de prendre les médicaments. Quand on attrape le froid, il suffit de se reposer et puis le froid s'en va. Et le lendemain, on se sent très fort et comme si rien ne s'est passé. Ça vous est arrivé? Alors, nous sommes une cellule du corps de la planète. Si chacune de nous, nous savons comment prendre bien soin de nous, la Terre a une chance. Alors, depuis longtemps, nous avons entendu parler de la pollution de la planète Terre. Ça a commencé avec la pollution. Et quand la pollution s'aggrave, jusqu'au point où notre terre-mère n'arrive plus
n'a plus assez de temps de transformer tous ces déchets, toute cette pollution, alors la situation s'empire jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Et nous sommes pareils. Ça commence par la pollution. Avant de tomber malade, il y a la pollution dans notre corps et dans notre esprit. Et si nous ne savons pas comment prendre soin de cette pollution, ça va s'empirer jusqu'à ce que nous tombions malades. La pollution dans le corps et la pollution dans l'esprit. La pollution dans le corps, c'est quand nous ingérons les produits toxiques. On peut dire, c'est comme si nous consommions les déchets beaucoup, jour après jour, et notre foie, notre corps n'arrive pas n'a pas assez le temps de désintoxiquer. Et petit à petit, nous affaiblissons notre corps, nous affaiblissons nous-mêmes notre corps par notre façon de manger, de boire. Nous ingérons dans notre corps ce qui n'est pas bon du tout. Nous causons la pollution à notre corps. Et la pratique de la pleine conscience nous aide à identifier ce que nous sommes en train d'ingérer. Est-ce que nous sommes en train de causer la pollution à notre propre corps? Quand nous ne sommes pas en pleine conscience, nous mangeons ou nous buvons sans savoir ce que nous sommes en train de manger et de boire. Nous savons que ce produit, chaque fois que je mange ce produit, je me sens mal après, je me sens très lourd, mon estomac est très lourd, je n'arrive pas à digérer ce produit, mais sans pleine conscience ou par habitude, par une énergie d'habitude, nous mangeons ou nous buvons quand même cette boisson ou cette nourriture que nous savons très, très bien mauvaise pour notre santé, et nous mangeons quand même. Et nous buvons quand même. Nous savons que cette cigarette cause du mal à nos poumons, mais nous fumons quand même, parce que nous sommes poussés par une énergie d'habitude. Ou bien nous fumons sans savoir ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que nous ne sommes pas en pleine conscience. Quand nous sommes en pleine conscience, avec clarté d'esprit, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et nous voyons à l'avance aussi le fruit, les conséquences de ce que nous faisons. Dans les sutras, le Bouddha a dit une phrase que les êtres ordinaires ont peur des conséquences des actes. Mais les grands êtres, comme les Bouddhas et les Bodhisattvas, ils ne craignent pas les conséquences des actes, mais ils craignent comment dirais-je en français? Ils craignent les semences des actes, les semences, les graines qu'on sème qui vont produire les fruits et les résultats, les conséquences des actes. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, ceux et celles qui sont en pleine conscience, ils savent déjà si on fait de telles choses, les conséquences, les fruits qui vont être. Ils n'attendent pas jusqu'à ce qu'ils voient le résultat ou les fruits. Mais avant de faire quelque chose, ils voient déjà les conséquences et les fruits des actes.
Ce sont les grands êtres, les bodhisattvas, les bouddhas. Et avec cette pleine conscience, avec cette clarté d'esprit, si on voit déjà très loin, on va savoir ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Quand on est très attentif à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de manger ou de boire, on est soi-même, on n'est pas emporté par l'énergie d'habitude. On ne fait pas comme une machine. Parfois, on boit comme une machine ou on mange comme une machine. Et on ne fait plus le tri ou bien on ne sait plus arrêter. On ne sait pas arrêter. Mais la pleine conscience nous permet de trier et d'arrêter quand il faut arrêter. Et qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui nous aide à être en pleine conscience? C'est la respiration consciente. La respiration est toujours avec nous, 24 heures sur 24. Et quand on est attentif à sa respiration, tout de suite, on est en pleine conscience. On est soi-même, son esprit est avec son corps, on est soi-même. On est le meilleur de soi-même. On sait ce qui se passe dans son corps, dans son esprit, autour de soi. On n'est pas emporté par les émotions, par les énergies d'habitude. Vous pouvez être en pleine conscience avec d'autres choses, avec simplement les actes que vous faites, mais il y en a qui me posent la question, je peux être en pleine conscience quand je fais la vaisselle, mais je n'ai pas besoin de pratiquer la respiration consciente. Il suffit d'être conscient de mes mains, de ce que je suis en train de faire, et ça suffit, n'est-ce pas? Je dis oui, c'est vrai. Quand vous êtes en pleine conscience, vous êtes toujours en pleine conscience de quelque chose. Vous pouvez être en pleine conscience de l'acte que vous faites ou bien de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, c'est vrai. Mais sans la pleine conscience de la respiration, l'état de pleine conscience peut être court. Vous êtes conscient de ce que vous faites pendant quelques secondes ou bien pendant quelques minutes, et puis vous pouvez penser à autre chose et puis vous oubliez ce que vous êtes en train de faire. Parce que notre habitude profonde est de penser à autre chose, de nous projeter vers le futur ou vers le passé. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'être en pleine conscience pendant longtemps. Et la respiration est toujours là avec nous, 24 heures sur 24. C'est pour ça que c'est facile de prendre la respiration comme objet de la pleine conscience pour maintenir notre pleine conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous choisissez un objet de la pleine conscience qui est là et puis qui disparaît, alors votre pleine conscience ne va pas durer longtemps. C'est pour ça, si vous choisissez un objet qui est toujours là avec vous, 24 heures sur 24, et si vous êtes en pleine conscience de cette chose-là, vous savez que votre pleine conscience va durer longtemps. Et même, on oublie souvent d'être conscient de sa respiration. Et ici,
je vais prendre mon téléphone pour avoir toujours la cloche de la pleine conscience avec nous. Parce que l'horloge que vous voyez là, elle est très vieille. Elle ne sonne plus. Alors, j'ai installé Plum Village Apps dans mon téléphone et tous les quarts d'heure, ça va sonner. Et comme j'oublie souvent d'être en pleine conscience de ma respiration, mon téléphone m'aide beaucoup parce que tous les quarts d'heure, ça sonne, la cloche sonne et j'arrête complètement, j'arrête tout ce que je suis en train de faire, de dire, simplement pour revenir à moi-même, à ma respiration, pour respirer tranquillement, pour me détendre, pour me souvenir d'être plus attentif à ce que je fais, pour me souvenir de ramener mon esprit à mon corps. Est-ce que vous avez cette Plum Village Apps, cette apps dans votre téléphone? Oui, il y en a qui me disent oui. Si vous ne l'avez pas encore, c'est très utile. Vous pouvez juste aller sur l'Internet et vous tapez Plum Village Apps, APPS. Et là, dans cette app, vous avez les méditations guidées en français. Il y a plein de choses en français. Il y a les enseignements de taille, très courts, qui durent 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et vous pouvez télécharger la cloche de la pleine conscience. Et vous pouvez choisir si vous voulez que ça sonne tous les quarts d'heure ou tous les demi-heures ou toutes les heures, de telle heure du matin jusqu'à telle heure le soir. Et ça m'a beaucoup aidé. Au village des Pruniers, on a le son de la cloche partout, dans la salle à manger, dans la salle de méditation. Mais avec cette app dans le téléphone, même quand vous sortez, quand vous allez au marché, quand vous êtes, où que vous soyez, vous avez toujours la cloche de la pleine conscience avec vous. Et chaque fois que vous l'entendez, vous arrêtez, vous vous détendez, vous respirez tranquillement, en pleine conscience. Si vous êtes en train de manger, vous pouvez respirer et regarder qu'est-ce que je suis en train de manger. Est-ce que cette nourriture ou cette boisson est bonne pour ma santé? Ou bien ça va causer la pollution dans mon corps? Ça aide énormément. Une fois, ou à mon nouveau au village des Pruniers, une sœur m'a beaucoup irritée et j'allais lui dire les mots méchants. Juste à ce moment-là, il y a eu le carillon de l'horloge dans la salle à manger. Je ne pouvais pas lui dire. Alors j'ai arrêté, j'ai respiré tranquillement et après quelques secondes, juste quelques secondes après, je l'ai regardé de nouveau et je n'avais plus envie de lui dire les choses méchantes. Et ça nous a sauvés, ça a sauvé notre relation. J'imagine si je lui ai dit ces mots méchants, sûrement, elle m'aurait plus regardé. Et puis, nous aurions dû faire un nouveau départ, tout ça pour nous réconcilier. Alors, ça m'est arrivé, j'ai j'ai remercié la cloche, j'ai remercié l'horloge. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je vois Laure faire
Grand sourire, peut-être ça vous est arrivé aussi. Bon, là, j'ai parlé un peu de la pollution du corps. Maintenant, parlons de la pollution de l'esprit. Chaque fois que nous sommes en colère, notre mental se noircit par l'énergie de la colère. Chaque fois que nous sommes angoissés, chaque fois que nous sommes jaloux, chaque fois que nous ne sommes pas bien, nous avons les idées noires, alors il y a la pollution dans notre esprit. Et vous savez que la médecine orientale, selon la médecine orientale, la colère affecte notre foie, la tristesse affecte nos poumons, l'angoisse affecte nos reins. Une émotion négative affecte un organe spécifique dans notre corps. Et sûrement, vous avez eu l'expérience. Parfois, vous avez une grande émotion et vous avez mal au cœur. Vous avez vraiment mal au cœur avec cette émotion très, très, très forte qui vous domine. Il y en a qui ont des heart attacks. Leur cœur arrête de se battre à cause d'une grande émotion. Nous avons souvent entendu parler des personnes avec un choc, avec une grande émotion. Ils ont une crise cardiaque, oui, crise cardiaque. Et même parfois avec une grande joie, on a gagné la loterie, avec une grande joie, on a aussi une crise cardiaque. Une grande émotion. Une grande émotion, que ça soit positif ou négatif, ça affecte notre corps. Et il y a un mois, il y a à peu près un mois, vous savez, je passe la plupart de mon temps à la cabane de Thaï, du matin jusqu'au soir, et je ne voyage pas. Et dans notre monastère ici, chaque fois que quelqu'un voyage, quand elle rentre dans le monastère, elle doit rester en confinage pendant 2 semaines. Et une fois, j'étais là, pas très loin d'ici, et puis une jeune femme est venue et elle a parlé à Sœur Chung Hong, et Sœur Chung Hong l'a laissée entrer dans près de la cabane de Thaï, dans cette partie du temple. Et puis après, quelques heures plus tard, elle est venue le matin, mais l'après-midi, elle a eu une crise mentale. Et elle a vraiment secoué la porte, poussé la porte pour rentrer ici. Elle voulait voir Thaï et j'ai dû l'arrêter. J'ai dit, ah non, Thaï est en train de se reposer. S'il vous plaît, vous pouvez attendre en bas. Et les frères sont venus et puis là, vraiment poussé. Mentalement, elle n'était pas bien. Et après, elle a couru partout et après, les policiers sont venus et puis on a appris qu'elle est venue de Hanoï. Et en ce temps-là, Hanoï a eu le Covid. Et donc, on m'a dit, bon, je l'ai touchée, j'étais très proche d'elle, je ne peux plus aller voir Thaï. Et j'ai passé 2 semaines, j'ai dû passer 2 semaines confinée
dans le confinage. Et j'ai dit, bon, d'accord, je vais profiter de ces 2 semaines pour avoir une retraite solitaire. Et j'étais très contente, j'ai vraiment organisé mes 2 semaines exactement comme une retraite solitaire pour prendre soin. C'est vraiment une chance pour moi de prendre soin de ma santé physique et puis de faire la lecture, d'apprendre. Et je me souviens, quand j'étais novice au hameau du Bas, les sœurs, nous avons organisé à tour de rôle, nous pouvions avoir une retraite solitaire de 2 ou 3 jours. Juste 2 ou 3 jours et on était sur la liste d'attente et j'avais tellement envie que c'était mon tour et pendant 2-3 jours, je ne voyais personne. J'étais dans ma chambre pour vraiment pratiquer, pour focaliser sur ma pratique. Et plus tard, chaque année, chaque an, nous avions peut-être vous n'avez pas entendu, mais mon téléphone a sonné. J'ai arrêté. J'augmente le son. Et plus tard, chaque an, tous les ans, nous avions 2 semaines de paresse après la retraite d'été. La retraite d'été est la retraite la plus importante au village des Pruniers depuis des années, pendant 4 semaines. Et après cette retraite d'été, tous les ans, nous avions 2 semaines de paresse. On appelle 2 semaines de paresse. Et plusieurs d'entre nous, nous avons pris ces 2 semaines pour une retraite solitaire. Et pendant 2 semaines, nous ne voyions personne. Vraiment, nous avons profité de ce temps pour nous concentrer sur la pratique ou des études. Et chaque fois, après 2 semaines, chaque sœur était complètement épanouie et nous leur posions souvent la question, alors, est-ce que tu as atteint l'éveil? Et chaque fois, la sœur a dit, presque, mais j'avais seulement 2 semaines. J'étais presque éveillée. Si j'avais encore quelques jours ou 1 semaine de plus, j'aurais été éveillée. C'est dommage. Et chaque fois comme ça, et ces 2 semaines étaient très précieuses pour nous. Et c'est pour ça, il y a 1 mois, quand j'ai dû être en confinage, tout de suite, j'ai profité de ces 2 semaines pour ma retraite solitaire et beaucoup de sœurs m'ont enviée. Je vous raconte ça parce que en même temps, il y avait d'autres personnes pas très loin de moi, devaient être en confinage aussi et qui ont souffert parce que pour eux, c'est le manque de liberté. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient comme d'habitude. Ils ne voulaient pas changer leur programme. Et même dans le monastère, le confinage est différent selon chaque moine, chaque sœur, chaque personne. Pour vous dire que ça dépend beaucoup de notre perception quand les choses nous arrivent, comment nous gérons. Sœur Shang-Yin, l'enseignement va durer 1h30, n'est-ce pas? Je regarde l'heure pour voir combien de temps il me reste. Il me reste encore une demi-heure, n'est-ce pas? Oui, il reste 40 minutes encore. D'accord. Et notre pratique, c'est
notre pratique, c'est quoi qu'il nous arrive, comment on transforme la situation. Au lieu de dire que « Oh, c'est pas vrai, pendant 2 semaines, je ne peux plus voir Tai. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, c'est à cause de cette jeune femme, je ne peux pas voir Tai pendant 2 semaines. » Au lieu de... J'aurais pu dire ça aussi, mais quoi qu'il m'arrive, il faut profiter. Il faut profiter. Et je connais des familles dans notre Sangha et dans ma famille aussi. Il y a les familles qui, pendant le confinage, qui ont pu approfondir leur relation entre parents et enfants, entre couples, entre les couples. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils n'osent pas dire qu'ils ont profité du confinage pour faire plein de choses. Ils sont très heureux, ils sont plus heureux. Ils n'osent pas le dire. Ils se sentent coupables parce qu'ils voient que maintenant, le monde entier souffre. Et c'est pas bien de dire que moi, je profite du confinage pour faire plein de choses que je voulais faire. C'est pas bien de dire que ma relation avec mon mari s'est améliorée et je suis très contente, je suis très heureuse d'être plus proche de mes enfants. Ils n'osent pas dire ça tout haut à tout le monde. Entre membres de la famille, ils osent dire, mais ils sont timides, ils se sentent coupables d'être heureux pendant que tout le monde dans le monde souffre. Mais je trouve que si nous regardons la Terre comme un corps, quand une partie du corps tombe malade, les autres parties du corps doivent être en bonne santé pour se guérir. Par l'amour, on veut partager la souffrance avec les autres, mais il faut être fort. Pour aider, il faut être fort. Il y en a beaucoup qui se confondent, qui mélangent. Si j'aime ma voisine, si ma voisine souffre, je ne peux pas être heureuse. Je dois souffrir avec ma voisine. Et si vous regardez les statues ou les images du Bouddha, il a toujours un sourire très serein. Et le Bouddha, son vœu profond, son aspiration profonde du Bouddha, c'est de soulager la souffrance du monde. Tant que les gens souffrent, les Bouddhas n'aillent pas au paradis ou les bodhisattvas n'aillent pas dans le nirvana tant que il y a encore les gens qui souffrent, comme le bodhisattva Ksitigarbha. Si l'enfer est encore là, il reste dans l'enfer. Si les gens souffrent encore, il reste avec les personnes qui souffrent. Et il va dans les endroits où il y a la souffrance pour aider le monde. Mais si vous regardez son visage ne montre pas sa souffrance. Sur le visage des bodhisattvas et des bouddhas, il y a toujours un sourire serein. Pour aider, il faut être fort. Vous partagez, vous comprenez la souffrance des autres. Vous pouvez sentir, vous pouvez vivre la souffrance des autres, mais vous êtes fort et vous ne souffrez pas. Si vous souffrez, vous ne pouvez plus aider. Si le médecin est malade, il ne peut plus soigner ses malades. Les médecins doivent être forts. Alors, il ne faut pas vous sentir coupable si vous avez encore la joie, si vous êtes heureux pendant que le monde souffre. Au contraire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Et malheureusement, il y a plein de gens, il y a plein de personnes dans le monde mélangent encore tout ça. Justement parce que notre monde est malade, la terre est malade, il faut que je sois en paix, joyeuse, heureuse. Chaque jour, je dois pratiquer à générer la joie en moi, les petites joies, le bonheur en moi, pour transformer la pollution, pour pouvoir maintenir la bonne santé physique et mentale en moi et dans le monde. Au début de la pandémie, j'ai beaucoup regardé les infos. Je lisais les titres des informations. Avant, je ne faisais jamais ça. De temps en temps, mais pas souvent. Et pendant la pandémie, j'ai vraiment suivi de près ce qui se passe dans le monde. C'est très nouveau. Jamais on a vu ça. Alors, tous les jours, j'ai suivi, j'ai regardé les titres, j'ai suivi même le nombre des personnes qui ont attrapé le Covid. Et dans chaque pays, je suivais de près pour voir ce qui se passe, pour nous protéger, pour protéger Thaï et pour nous protéger. Et jamais j'ai senti ce que Thaï nous a enseigné, la consommation en pleine conscience. Nous ne consommons pas seulement par la bouche avec la nourriture et les boissons, nous consommons à travers nos yeux, à travers nos oreilles, à travers nos pensées. Et j'ai pu sentir mon corps se crisper en lisant les titres, simplement les titres des infos. Je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas passer beaucoup de temps à lire les articles en entier, comme j'ai beaucoup de choses à faire pour Thaï, avec l'équipe des intendants. Je lisais simplement les titres et je pouvais sentir mon corps tellement tendu, complètement tendu, juste en lisant les titres. Et tous les jours, il y a tant de titres incroyables. C'est atroce, c'était atroce. Et les images, à un moment, je me suis dit, bon, j'arrête. Je ne veux pas avoir cette énergie de tension, de peur, d'angoisse comme ça. Maintenant, il suffit de savoir exactement ce que j'ai à faire pour me protéger. Bon, porter des masques, me laver les mains, se tenir à une distance. Bon, je regarde, j'apprends les mesures à prendre pour me protéger et protéger les autres. Bon, ça suffit. Je ne veux plus ingérer toute la tension, l'angoisse, tout ça. J'arrête et puis je vois la différence. Et je me sens, oh là là, le monde entier, je peux sentir que le monde entier maintenant, la réalité est là, mais toute la colère, toute l'angoisse qui s'amplifie à cause de toutes ces infos qui arrosent la graine d'angoisse, la graine de colère tous les jours, tous les jours. Et ensemble, nous pouvons créer une énergie collective, une conscience collective incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a la violence, il y a les manifestations partout dans le monde. Et au lieu d'arrêter et de revenir à soi-même pour prendre soin de son corps et de son esprit, on cause encore plus
pollution avec sa colère, avec son angoisse, avec les idées noires. Alors, c'est très dommage. Et les personnes les familles euh, qui sont encore en bonne santé, qui vont bien encore, ils n'osent pas. Ils n'osent pas leur dire, ils n'osent pas dire aux autres que ça va encore pour eux, qu'ils vont bien. Alors c'est pour ça, on n'entend que les mauvaises nouvelles. Et ceux qui sont bien n'osent pas dire qu'ils sont bien. Et c'est pour ça, toute une conscience collective, une énergie collective créée dans le monde. Et ça ne nourrit pas, ça n'aide pas la guérison. Et heureusement, merci de vous détendre avec moi, d'écouter la cloche de mon téléphone. Merci. Et j'ai dit heureusement que la dimension spirituelle est encore là dans beaucoup de personnes. Quand nous avons organisé des retraites en ligne, on a vu que beaucoup de personnes veulent pratiquer la spiritualité. Beaucoup de personnes se joignent pour pratiquer, pour cultiver une autre énergie. Et c'est extraordinaire. On a vu beaucoup de retraites. Plus de 1000 personnes se sont inscrites à des retraites. Et ça nous a beaucoup nourri, ça nous a beaucoup encouragé et fortifié, ça nous a donné beaucoup d'énergie. Nous savons que dans le monde, beaucoup de personnes pensent autrement et ont envie de faire, sont déterminées à faire d'autres choses que ce qu'on voit toujours sur les infos ou à la télé. Alors, revenons à la pratique de la consommation en pleine conscience. Nous avons parlé de la pratique de la pleine conscience quand on mange, quand on boit. C'est la consommation de la nourriture edible food, la nourriture comestible, par la voie de la bouche. Vous voyez que je ne parle pas souvent français au Vietnam. Hein. J'ai perdu mon français. Et la deuxième nourriture très importante, c'est la nourriture par la voie des sens, par nos yeux, par nos oreilles, par nos pensées, par notre toucher, par nos organes sensoriels, parce que nous consommons cette nourriture 24 heures sur 24, sauf quand nous dormons. Et même quand nous dormons, nous pouvons
continuer à consommer dans nos rêves, par exemple. C'est pour ça la pratique de la pleine conscience, la pratique de la consommation en pleine conscience avec cette nourriture est très, très, très importante. Nous écoutons, nous lisons, nous regardons sans pleine conscience et c'est très dangereux. C'est comme le Bouddha a comparé à une vache sans peau. La peau protège le corps de la vache et une vache sans peau, où qu'elle soit, elle est attaquée, elle est envahie par tous les insectes, par tous les micro-organismes et nous sommes pareils à cette vache sans peau, dépouillée, quand nous n'avons pas la pleine conscience pour nous protéger. Parce que dès que nous sommes réveillés, nous consommons, nous ingérons avec nos yeux, avec nos oreilles, nous écoutons les conversations, nous regardons la télé, nous lisons les infos. Alors, il faut absolument la pleine conscience pour trier, pour savoir si c'est bien pour moi de lire ça, d'écouter ça. Si je lis ça ou si j'écoute ça, à un moment, je me sens complètement déprimée, découragée, je suis dans le désespoir. Alors, je sais qu'il faut pas, il faut arrêter de consommer ces choses-là. Je ne veux pas être polluée, je ne veux pas que mon mental soit pollué par les idées noires, par ce qui ne nourrit pas du tout, ce qui détruit. Cela détruit mon espoir, cela détruit ma joie, mon bonheur, ma joie de vivre. Et parfois, moi-même, je causons la pollution avec ma colère. Alors, je consomme la pollution et puis de nouveau, je cause la pollution aux autres. Alors, je consomme la pollution, je me sens mal, je me sens déprimée et puis avec ma façon de parler, avec mes émotions fortes, je cause encore la pollution, d'autres pollutions, plus de pollution à moi-même et puis à mon entourage. Alors, chaque fois, c'est pour ça, chaque fois quand je me sens mal, je me sens découragée, déprimée, parce que j'ai écouté, parce que j'ai lu, alors il faut revenir à ma respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je suis consciente de mon état d'esprit en ce moment. Je suis consciente que je suis déprimée. Je suis consciente que je suis en colère. Je sais ce qui se passe dans mon esprit. J'expire. Je souris. Je souris à ma colère. Je souris à ma dépression. Je souris à cet état de mal-être. Avec ce sourire, j'arrive à regarder moi-même, j'arrive à regarder mes propres émotions
avec gentillesse, avec amitié, avec gentillesse. Je ne juge pas, je ne regarde pas avec avec méchanceté, mais c'est moi-même, mes émotions sont moi. Alors, je souris à mes émotions et déjà, je me sens apaisée. Je n'ajoute pas la colère, je n'ajoute pas la culpabilité, je n'ajoute pas euh, ce qui est négatif. Mais ce sourire apaise. Je souris et je continue à respirer tranquillement, profondément pour calmer ces émotions, pour calmer cet esprit négatif, cet état négatif. Et si je continue à respirer tranquillement comme ça, profondément, avec détente, j'arrive à améliorer mon état d'esprit. J'arrive à arrêter pour ne pas me laisser emporter par mes émotions fortes. Et avec la respiration consciente, je reste ancrée comme un arbre, reste ancré à ses racines pour ne pas être emporté par la tempête des émotions. Je vous invite à faire quelques respirations avec moi, surtout pour celles qui sont là pour la première fois. Peut-être vous n'êtes pas encore habitués. Alors, maintenant, on va respirer ensemble. On va faire des respirations profondes ensemble, comme je viens de dire. Alors, vous restez assis tranquillement, dans la détente, dans la posture la plus confortable. Et puis, tranquillement, dans la détente, vous respirez. Alors, j'inspire. Je sens mon inspiration. Je sens l'air qui entre dans mon corps. Et j'expire. Je sens mon expiration. Je sens l'air qui sort de mes narines. J'inspire. J'expire. Je ne pense plus à rien. Je suis concentrée sur mon inspiration, sur mon expiration. Maintenant, j'inspire et je sens mon ventre qui se soulève. J'expire, je sens mon ventre s'abaisser. Là, ma respiration est plus profonde. L'air entre plus profondément. Je sens mon ventre se soulever. Je sens mon ventre s'abaisser. Vous pouvez poser votre main sur votre ventre pour vraiment sentir. Quand nous avons une émotion forte, nous respirons de cette façon.
nous nous détachons de l'émotion forte pour rester ancrés dans la respiration consciente. On appelle ça la respiration du ventre. Cette respiration est très profonde. Ça ne reste pas seulement au niveau de la poitrine, mais c'est plus profond, jusqu'au ventre, jusqu'au bas du ventre. Vous vous détachez de votre mental, de vos émotions. Vous vous détachez de cette partie en haut de la tête pour entrer en contact avec ce qui est plus profond dans votre personne. Physiquement, au niveau du ventre. Vous pouvez continuer à respirer comme ça pendant 5 minutes ou 10 minutes jusqu'à ce que vos émotions fortes soient bien calmées. Vous vous sentez beaucoup mieux et puis vous pouvez continuer à faire ce que vous étiez en train de faire. Vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez mieux avec juste quelques respirations profondes comme ça? On a respiré juste pendant 1 ou 2 minutes. Comment vous vous sentez? Je vois les sourires sur l'écran. Très bien, oui. Alors, Bien. merci Très bien. Virginie. Merci. Merci Dominique. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la respiration consciente, de la respiration du ventre. Alors, continuez à respirer comme ça. Concentrez-vous sur cette pratique. Rien que de cette pratique, vous verrez la différence. Et la prochaine fois, nous parlerons d'autres pratiques concrètes, mais rien que de cette pratique de respiration profonde, vous verrez le fruit, vous verrez comment ça change. Parce que c'est la fondation de toute pratique, de toutes les pratiques. Et dans toutes les traditions de méditation bouddhiste, nous avons de différentes traditions zen, bouddhistes, mais toutes les traditions ont cette pratique comme pratique de base. C'est la fondation. Et si vous maîtrisez cette pratique, vous êtes bien protégé. Vous savez ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une situation difficile, quand vous vous trouvez dans un état difficile. Alors, retournez tout de suite à votre respiration profonde. Mettez la main sur le ventre et respirez juste pendant quelques minutes et vous voyez la différence et ça vous encourage, ça vous donne encore plus de motivation pour continuer dans cette direction, dans cette pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question que vous voulez absolument poser? Parce que sinon, vous ne pouvez pas dormir ce soir.
Il y a encore 12 minutes. Non, pas de questions, c'est bien. Tu peux nous donner des nouvelles de Thaïs? C'est la question. Alors, Thaï, bien sûr, Thaï est faible. Il est plus faible qu'il y a 2 ans quand il est arrivé au Vietnam avec son âge. Une année est beaucoup. Et il s'est affaibli, mais son état est stable. Avant ce partage, il s'est promené autour de sa cabane et je me suis dit, oh, si Thaï se promène longtemps, peut-être vous pourrez voir son dos, mais il est allé se reposer. Et ici, vous voyez son lieu, vous pouvez sentir son énergie, vous recevez son énergie. Alors, l'état de santé de Thaï est stable et nous sommes très contents. Nous sommes très contentes et Sœur Trân Không se sent très rassurée et c'est pour ça qu'elle est partie pour Saigon dans le sud pour une exposition des livres et des calligraphies de Thaï pour la première fois au Vietnam. Et hier, ils ont fait l'ouverture et Sœur Trân Không était là. Et il y a beaucoup de monde est venu. Sûrement, vous verrez sur notre site internet les photos de cette exposition. En ce moment, il y a les nouvelles partout dans les journaux au Vietnam. La Sangha, les étudiants de Thaï au Vietnam sont très enthousiasmés. Il y aura une autre exposition dans le nord à Hanoï. Et la Sangha de Hanoï, elle est là aussi à Saigon pour observer, pour apprendre, pour pouvoir, parce qu'ils veulent faire encore mieux à Hanoï. Et c'est un grand événement en ce moment au Vietnam, l'exposition des calligraphies et des livres de Thaï. Vous voulez voir quelques photos? On a encore le temps, je vais vous montrer quelques photos. Vous voulez? Oui, oui. Oui, oui. Alors, Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. d'accord, je vais vous montrer quelques photos. Hein. Alors, hier soir, je ne suis pas très bonne. Alors, c'est ce qui se passe hier soir. En plein air, ils ont écouté les sœurs chanter. Et puis après, bon, d'autres photos. Je ne suis pas très bonne. Voilà, la salle. Vous voyez les calligraphies, les fleurs. Oui, très bien. Magnifique. Bon, Excusez-moi, je voudrais Oui. juste poser une petite question. oui, allez-y. Une petite. Oui. Il y a 5 ans, j'étais à Hue et j'étais visiter le monastère de Thaï. Est-ce que c'est le même où il a commencé comme moine à 16 ans? C'est là où vous êtes, à Oui. ce monastère-là? Oui, oui, à Parce 16 que- ans. Ah oui, d'accord. Parce qu'autour du bassin,
Ça avait Oui. l'air un petit peu abandonné. C'était bien parce que c'était sauvage, mais ça avait Oui. l'air un petit peu laissé aller. Est-ce que vous avez tout rendu tout beau ou vous avez laissé un peu sauvage? Oui, Nettoyé? ils ont rénové, ils ont fait beaucoup de travail, beaucoup D'accord. de travail pour rendre ce lieu beaucoup plus beau. Ah oui, mais c'était bien, c'était sauvage. Oui, sauvage et il y a les endroits sauvages, mais il y a les endroits maintenant, ils sont aménagés, ils ont D'accord. désherbé pour que ça soit bien propre. C'était très joli le pond. Comment ça s'appelle le pond? Oui, C'est oui, le petit étang. le bassin. Oui, Mm. l'étang. Oui, oui, C'était beau et pas si petit. Enfin, bien, c'était un bel espace. mm, Il y oui. avait des feuilles partout, les plantes étaient un peu laissées comme ça. Donc, ils ont tout remis Mm, joli. oui. Merci. Merci, chers amis. Maintenant, c'est l'heure d'arrêter. Dimanche, je vous revois aux sessions.